Le métier de costumière, je savais pas que c'était possible dans la vraie vie en fait. C'est plus raconter des histoires que faire des vêtements. C'est un métier de chasseur de trésors un peu, ça c'est très excitant. Après cigarettes et chocolat chaud et un beau voyou, Julie Miel signe aujourd'hui les costumes de la formidable comédie amoureuse Perdrix. Comment est-elle devenue costumière de cinéma ? Quelles ont été ses inspirations au fil de sa carrière ? Et précisément pour ce film où, entre les révolutionnaires nudistes, quelques personnages s'accrochent à leurs costumes, vous écoutez Profession costumière. Julie Miel, merci beaucoup d'être ma toute première invitée. Merci beaucoup. Alors, première question, pour commencer par le commencement, comment es-tu devenue costumière ? Totalement par hasard. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études de stylisme. La profession de styliste, elle était exposée, on savait ce que c'était, voilà. Donc on pouvait s'y intéresser et ça pouvait être possible. Le métier de costumière, je savais pas que c'était possible dans la vraie vie en fait. C'est-à-dire que nous, on était dans ma famille, je dirais pas cinéphile, mais consommateur de films, parce qu'on est plutôt du genre bon public que critique vraiment. Et vraiment, oui, ça ne m'avait jamais effleuré que c'était quelque chose d'envisageable. Et donc, on m'a proposé un stage pendant mes études de stylisme. Un autre élève avait rencontré un costumier, allait faire un film avec lui, et voilà, ils m'ont pris comme stagiaire. Là, j'ai eu un peu un genre de révélation. Autant finalement, le métier de styliste me faisait très très peur dans sa solitude et sa pression. Et là, tout d'un coup, je découvrais un travail d'équipe que je trouve hyper intéressant et très motivant. Et oui, et aussi le fait... Je me souviens que la directrice de l'école que je faisais de stylisme, qui m'a un jour dit, droit dans les yeux, « Mais toi, finalement, Julie, on te demanderait de faire une veste, ça te ferait chier. » Et là, mon monde s'est écroulé, mais elle avait raison. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît, c'est plus raconter des histoires que faire des vêtements. Par le biais des vêtements, mais voilà, plus une histoire de sociologie que de fringues en elles-mêmes, quoi. Donc ça a été une révélation, ce stage. Ouais, vraiment. C'était quoi comme film ? C'était une merveille. Young Blades, ça s'appelait. C'est la jeunesse des Trois Mousquetaires, une production franco-américano-italo, australo, je ne sais plus quoi, qui n'est jamais sortie à part dans une seule salle. C'est déjà bien. Histoire d'avoir une vision en vidéo et qui était un summum de nullité. Mais une expérience... Mais une première expérience très importante pour toi. Film, costume d'époque, avec tournage en Auvergne en automne. Cette région est juste sublime en automne. Enfin bon, la vie de saltimbanques logés dans des hôtels, avec tous ces gens très chaleureux, contrairement à ceux de la mode. Et ensuite, tu es partie... bien moins effrayant, comme ça. Au premier abord, ouais. Et ensuite, donc, de ce film-là, tu as réussi à enchaîner sur d'autres projets. Voilà, j'ai rencontré mon premier chef costumier qui s'appelle Fabio Perron, qui m'a donné la chance de refaire un autre film avec lui 2 ans après, je crois, qui s'appelait « Change-moi ma vie » avec Fanny Ardant. Qu'on retrouve dans Perdrix. Voilà, pour lequel nous avons passé 2 mois de nuit, porte de Clichy avec les travestis. Encore une expérience intéressante. Très différente des mousquetaires. Très différente des mousquetaires, quoique. Non. Mais voilà, c'est aussi la richesse de ce métier. Et alors, comment ça se passe justement quand aujourd'hui tu arrives sur un projet de cinéma ? J'imagine que c'est différent aussi selon les projets, mais je me demandais un peu comment ça se passe, à quel moment tu arrives sur un projet, qui t'engage, comment on te parle du film, des personnages que tu vas devoir habiller, comment ça se passe ? Vaste question. Oui. Alors, point par point. Comment on arrive, ça dépend des cas. Soit on connaît le réalisateur et c'est lui qui vous emmène sur son projet, soit le réalisateur n'a pas de costumière et dans ce cas, on peut être recommandé par d'autres techniciens, par un directeur de production, voilà, c'est vraiment ça change selon les cas. Là, pour parler de Perdrix, j'avais rencontré Erwan sur Émergence, qui est donc une résidence de réalisateurs créée par Elisabeth Depardieu il y a un peu plus de 20 ans, je crois maintenant. Où on laisse comme ça la chance à 6 lauréats ou 5 ou 6 lauréats par an
se faire une petite bande démo, de se tester sur 2 séquences de leur premier long qui sont généralement en pré-production. Et voilà, donc Erwan n'avait pas de costumière, Émergence m'a imposé à lui. Et il se trouve que moi je suis extrêmement fan de son univers, c'est tout ce que j'aime, je dirais. Et donc après Émergence, on a refait 3 courts-métrages ensemble et il m'a fait la gentillesse de m'appeler aussi pour le long. Et c'est une grande fierté. À juste titre. Ouais. Mais c'est vraiment une jolie relation alors, parce que donc, tu l'as accompagné vraiment du court au long. Ouais, c'est quelqu'un de fidèle et c'est fort appréciable. Et alors, à côté de ton métier de costumière, j'ai vu que tu avais donc fait du stylisme, ce qui s'explique en partie donc, par tes études. Si tu veux nous en parler un peu de la complémentarité ou pas du tout avec le métier de costumière. J'en ai très peu fait réellement. J'ai surtout assisté une amie qui est styliste photo sur certains shootings. Tu parlais de solitude tout à l'heure quand tu parlais de stylisme. Tu disais que tu le voyais comme un métier beaucoup plus solitaire que le métier de costumier. En tout cas, celui que j'envisageais, c'était celui dont on rêvait, c'est-à-dire de créateur réellement, avec sa propre marque. Je connaissais pas non plus, c'est vrai, le métier de styliste photo qui ressemble beaucoup au nôtre, avec une petite légèreté quand même en plus. C'est-à-dire les dispositifs sont quand même beaucoup plus légers. Je sais pas, il y a une espèce de détente qui est très agréable sur les shootings photos. On peut parler, il y a de la musique. Les gens sont très bienveillants. C'était des espèces de petites respirations. Avec des petites histoires que souvent ne se racontent sur les shoots, mais qui sont rapides, quoi. Oui, on est quand même très au service d'une marque. Voilà, c'est quand même pas la même chose, mais ouais, c'est plus une espèce de récréation par rapport à la pression et à la lourdeur des dispositifs en cinéma qui sont quand même autre chose, quoi. Et autre expérience qui a attiré mon attention, tu as été professeur de couleur à l'atelier Chardon-Savard. J'ai trouvé ça très joli, professeur de couleur. Moi aussi, je trouve ça très très joli. Et est-ce que tu veux nous en parler? En quoi ça consiste d'être professeur de couleur? Alors, c'est donc l'école que j'ai fait comme élève, avec qui j'ai eu un moment l'idée de proposer un atelier. Voilà, je me disais que je pouvais leur proposer aux élèves justement un atelier qui a un rapport avec mon métier, c'est-à-dire de création de personnages par le vêtement. Ils n'ont pas du tout été intéressés, ils m'ont dit non, pas du tout. Par contre, il nous manque une prof de couleur à la rentrée. Qu'est-ce que tu veux venir? Et il se trouve qu'en tant qu'élève, c'était vraiment une matière que j'adorais, qui est un petit fourre-tout. Oui, on apprend les mélanges de couleurs, à faire des aplats, pour faire des gammes colorées, pour les dossiers de style, mais c'est surtout un prétexte à comprendre toute la démarche de la création, en fait, et comment l'expérimentation, l'importance de l'expérimentation, comment il faut produire 250 échantillons pour arriver à en trouver 3 corrects, et voilà. Ce qui n'est pas si évident comme notion à passer à des élèves, mais en tout cas, c'est une super chouette matière. Voilà. Avec un très joli nom. Avec un fort joli nom, c'est vrai. Et alors après, pour revenir à ton métier de costumière, tu parlais de l'équipe. Et justement, je me demandais comment ça se passe une fois que tu travailles sur un projet. À quel point tu travailles seule, à quel point tu travailles en équipe? Alors, soyons clairs, c'est quand même très très fort lié aux conditions matérielles économiques du film. Moi, au final, j'ai quand même fait très peu de projets comme chef de poste. Et à chaque fois dans des dispositifs qui n'étaient pas énormissimes. Donc, généralement, il y a moi, une assistante et une habilleuse, voire moi et une habilleuse. Et voilà. D'accord, donc en général, c'est 2-3 personnes dans l'équipe costume, et sur les projets. Plus le film est gros, plus c'est exponentiel. Très bien. Et comment ça se passe? Alors j'imagine que ça dépend aussi des projets, mais je me disais entre créer le vêtement, le chiner, l'acheter, le louer, comment ça se passe? Comment tu décides ça? C'est une très bonne question. Ça c'est pareil, hein. Mine de rien, nos choix sont quand même très liés à une économie.
Ensuite, il faut distinguer les films d'époque et les films contemporains qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes. L'historique contraint et protège un peu les créateurs, dans le sens où ils sont un peu les seuls détenteurs du savoir aussi. Oui. Et après avoir fait une grosse documentation, qui est une partie assez géniale d'ailleurs du travail. Oui, ça doit être hyper intéressant. La recherche d'images qui sont à la fois, parfois très connues par tous, mais on a parfois comme ça sur un truc, une petite niche, on doit chercher une photo de telle profession, dans telle région, à telle époque. Tout d'un coup, ça doit être passionnant. C'est quand même autant dans la documentation que dans ce qu'on cherche dans les vêtements. C'est un métier de chasseur de trésors un peu, et ça c'est très excitant. Dans le contemporain, on est plus libre de ce qu'on choisit, et en même temps, je trouve que ça repose là pour le coup, et moi c'est une chose qui me passionne, sur l'inconscient collectif et sur notre propre inconscient. Donc je dirais que c'est avec ça que je travaille le plus, moi, parce que je suis plus amenée à faire du contemporain. Donc sur ce qu'on fait passer par des milliards de petites choses. Enfin, dans un costume, il y a 150 milliards de petites intentions que j'ai mises et que personne ne verra jamais. Ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, sur le choix d'une matière ou d'une couleur ou d'un imprimé. Voilà. Et c'est ça, moi, qui me... Oui, c'est super intéressant. Et quand tu parles d'inconscient, c'est vrai que peut-être même si le spectateur ne voit pas directement ce détail ou l'identifie pas, ça va lui faire passer un message sur la personnalité du personnage. Qu'est-ce qu'on raconte du personnage en choisissant tel ou tel t-shirt ou tel ou tel blouson. Voilà, c'est... Rien n'est laissé au hasard, j'imagine. Non, mais ce serait totalement différent avec une autre personne. C'est ça qui est chouette aussi. C'est arriver à mettre mine de rien. En parlant de perdrix récemment, une de mes meilleures amies m'a dit, elle avait très très peur de me le dire, et je ne sais pas si je devrais le raconter d'ailleurs, mais bon, tant pis, je me lance. Elle m'a dit, non mais enfin, quand même, Julie, tous ces personnages-là, c'est toi. Ah, c'est drôle. Ah oui, elle t'a reconnue à travers... Elle m'a reconnue dans tous les personnages du film. Ce qui peut paraître, effectivement, pas du tout un compliment. C'est-à-dire, cette pauvre fille est absolument incapable de s'éloigner d'elle-même quand elle crée un personnage. Et en même temps, c'est ça qui fait que moi je suis bien dans les films d'Erwan, c'est qu'il y a la place aussi à ce que je mette un peu de moi. Je te dis, on est tous un peu des chasseurs de trésors. Donc voilà, soit c'est l'idée qui prime, et dans ce cas-là, on va chercher la pièce idéale et on fera feu de tout bois. Tous les moyens seront bons. Soit c'est l'inverse. Moi, j'ai tendance un peu à faire ça, j'avoue. Je déambule. Je fais mon métier en mouvement, je m'en suis rendu compte là, récemment, que c'est en marchant et en regardant, et tout d'un coup, je suis happée par quelque chose et ça va m'emmener ailleurs. C'est un peu des marabouts de ficelle, quoi. Je pense que c'est important de préciser que c'est finalement une perpétuelle recherche, voilà, surtout en contemporain, qui est moins codifié, de consensus. C'est-à-dire que nous, on va amener tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent d'un personnage, et le réalisateur va avoir sa vision, et le comédien ou la comédienne va avoir aussi sa vision. Et c'est comment arriver à mettre tous ces genres d'accords. C'est vrai que c'est hyper intéressant, on n'a pas parlé de ce sujet qui valide, entre guillemets, les costumes. Le final cut est toujours au réalisateur. C'est toujours ça, évidemment, son choix qui prime. Mais le comédien peut, j'imagine, rejeter parfois bien assez... sûr son mot à dire, parce que c'est aussi eux qu'on accompagne dans leur construction de personnages, et on est là pour ça. Voilà, j'ai entendu Xavier Dolan en parler brillamment ce matin à la radio. Ah. Qui lui a du mal les costumes, à déléguer cette partie. Comme beaucoup d'autres aspects du film, mais en effet, il réalise ses costumes. Ouais, qui disait que c'était leur peau aux comédiens et que c'était normal qu'ils aient leur mot à dire.
dans cette recherche de consensus, il y a aussi une donnée que les gens ont beaucoup de mal à imaginer, c'est que donc, tout le monde arrive avec ses idées, mais il y a aussi le moment où le vêtement va rencontrer le corps de la personne. Et où les idées qu'on avait ne sont pas forcément placables sur une morphologie. Donc ça aussi, ça demande des ajustements, on recherche. Ah ben non, finalement, cette pièce qu'on avait imaginée comme étant exactement le personnage, ça ne fonctionne pas du tout sur ce corps. Et ça, c'est une chose qui déroute parfois les réalisateurs dans leur fantasme de leur personnage. Oui, contrairement au décor, par exemple, où là, tu peux avoir un coup de cœur, ou imagine un meuble, tu le poses, le poses. Mais là, en effet, tu as la rencontre. Nous, on joue aussi avec les corps des gens, quoi. Et ça, c'est pas transformable, ou alors ça s'appelle des effets spéciaux. Est-ce qu'il y a un ou quelques costumes qui t'inspirent particulièrement, que tu trouves extrêmement réussis, qui te plaisent, dont tu as envie de nous parler? Alors, dans l'histoire du cinéma, tu veux dire? Mon Dieu, que c'est vaste. Il y a 2-3 références qui me viennent tout de suite. Je me rends compte qu'elles sont peut-être un peu genrées, mais après tout, voilà, c'est la vie. On est aussi fait de ça. Oui. Ce serait évidemment la robe en rideau de Scarlett O'Hara, qui est un peu mon héroïne à moi, parce que même quand son monde s'écroule, elle dit « j'y penserai demain ». Tout à fait. Et la sublime peste et la robe couleur du temps de Peau d'âne, qui contrairement aux autres, voilà, moi, autant tout le monde préférait celle couleur du soleil parce qu'elle brillait très fort, moi j'avoue que la couleur du temps, pour toute la poésie qu'elle représente, était ma préférée des 3. Elle est magnifique. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps de la fille d'Agnès Varda qui disait qu'au cours de sa vie, en fait, elle avait changé de robe préférée, justement, c'est drôle. Entre le soleil quand elle était petite, puis la lune, et elle disait qu'aujourd'hui, sa préférée, c'était sa couleur du temps. Alors, il faudrait que je réfléchisse. Peut-être que je ne suis pas tout à fait honnête, et peut-être que j'ai moi aussi évolué, mais en ce moment, je retiendrai celle-là. Et puis j'ai aussi l'image de la leçon de piano de la plage, qui n'est pas un costume que porter, mais quand même qui est d'une force... assez sublime. C'est un beau trio. Ouais. J'espère. Et toi, pour parler de ton travail, est-ce qu'il y a un ou des costumes dont tu es particulièrement fière? C'est plein de choses dont on arrive à être, dont on peut être fier, qui ne sont pas forcément le résultat final, mais il y a aussi toute la recherche, ou par exemple sur le personnage de Beffroi dans Un beau voyou de Lucas Bernard, où on a travaillé assez longtemps en amont sur ce personnage avec Lucas, tous les deux, à chercher dans plein de directions possibles et à finir par lui trouver cette collection de chemises toutes plus improbables les unes que les autres, et qui questionnent la question du goût et du bon goût, entre guillemets, qui faisait partie des thèmes du film, et ça c'est chouette de pouvoir arriver à accompagner une idée forte comme ça qui me pose question à moi-même et m'intéresse beaucoup. Moi, je pense que si je pouvais, je serais le super-héros, le justicier de la laideur. Mais ça me dépasse un peu comme mission. Mais c'est vrai que je suis assez intéressée par le moche quand il est juste. Il devient beau pour moi. Donc, voilà, comme cette chemise que je porte, par exemple, elle est super, moi je l'adore. Je pourrais en effrayer plus d'un. Mais c'est vrai que c'est quand même... Tu vois, on parlait de l'inconscient, il y a aussi tellement de choses qui, bêtement, passent par l'œil, pour moi, et qui sont... c'est un grand questionnement, mais qui sont, je sais pas, une histoire de vibration, j'appelle ça un orgasme oculaire, c'est aussi un terme un peu fort, mais qui peut passer, mais dans plein d'art. C'est un mot un peu fort, ça aussi, mais différents, comme dans la composition d'une photo, ou tout d'un coup des couleurs, ou je sais que les imprimés me rendent hystérique, par exemple. Voilà. Mais... Et ces chemises du personnage, tu les as trouvées où? Alors, c'est des chemises que alors là, ça a été vraiment les chines. Et pour la première fois de ma carrière, quelqu'un m'a contacté, toi qui es très féru des réseaux sociaux. Je ne sais plus par quel biais, je me demande si c'est pas LinkedIn. Un monsieur, c'était tellement chouette.
un monsieur qui dit « Je suis prof de maths, je ne sais plus dans quelle banlieue, et j'aborde la cinquantaine. J'ai adoré la façon dont vous avez habillé mes froids dans Un beau voyou. Où avez-vous trouvé ces chemises ?» Donc je lui ai fait tout un topo sur les friperies et à quel point ça allait être une chasse au trésor, et à quel point ça l'avait été pour nous. Et voilà. Et je crois qu'il est allé faire les friperies pour se trouver les mêmes chemises. C'est génial. Et je trouve que c'est une histoire assez chouette. C'est sûr, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'en essayant de faire du moche, t'as fait du beau qui a donné envie, en tout cas dans les yeux de ce monsieur. Il s'est dit, j'ai envie d'avoir la même chemise. Et puis il a bien cherché quand même pour te... C'est chouette la démarche de ce monsieur pour te retrouver. Ouais, j'étais très touchée. Ouais. Très touchée, c'est marrant. Voilà, tu vois, comme quoi toutes ces milliards d'intentions peuvent faire mouche. Pour parler de Perdrix plus précisément, donc un des derniers films, un des plus récents sur lesquels tu as travaillé, donc tu nous as raconté comment tu étais arrivée sur le projet, ta relation avec Erwan, et puis je voulais te demander justement donc sur le long métrage que tu as fait avec lui, comment il t'a parlé du film, comment il t'a parlé des personnages. Alors, sur Perdrix, je crois qu'une des idées les plus fortes, c'était que tous ces personnages étaient coincés dans quelque chose, dans une époque, pour la plupart, hein, comme pour Thérèse, qui est restée coincée à l'époque de ses amours. Donc Thérèse, c'est le personnage de Fanny Ardant. Il fallait qu'il y ait des références des années 70 qui transpirent. Voilà, c'était un peu le cas pour tous. Alors Nicolas Maury, c'était assez super aussi parce que donc lui, il est prisonnier de son labo un peu et aussi mine de rien un peu des années 90 de sa jeunesse aussi. Donc dans le scénario, il y avait déjà quelques indications. Hein. Il y avait cette blouse pleine de terre et je sais que quand je l'ai appelé pour parler du rôle, il m'a fait toute une énumération de types de vêtements. Et c'est vrai qu'il y en avait plein qui me plaisaient énormément et donc on a travaillé comme ça. Donc, salopette, pull jacquard, bottes en caoutchouc. Voilà. Ah, c'est génial. On s'est fait ping-pong comme ça. Et le jour de l'essayage, quand il a vu le portant, il avait l'air assez ravi alors que je l'ai quand même un peu bousillé. Bah, c'est très amusant de le voir comme ça parce que c'est vrai qu'il est... Je me demande s'il n'est pas ambassadeur Chanel maintenant. En tout cas, il va à tous leurs défilés, il est hyper looké et du coup, c'est très drôle de le voir. Et ça a l'air de l'amuser. Je trouve que quand on voit le film, on sent qu'il s'amuse de ses costumes. Tellement appréciable, hein, ces comédiens qui sont capables de se mettre au service d'un rôle et oui, quitte à s'abîmer, entre guillemets, un peu, mais en tout cas, qui sont capables de jouer ce jeu-là, c'est une vraie chance de travailler avec eux. Et alors, pour arriver sur l'héroïne, qui est jouée par Maud Villers, elle a, si j'ai bien compté, elle a que 3 costumes dans le film. Je trouvais ça hyper intéressant parce que vraiment alors le dernier, on le voit beaucoup plus rapidement, mais les 2 premiers, c'est vraiment 2 phases très différentes pour elle dans le film. Ben là, c'est presque moi qui serais intéressée de savoir ce que les spectateurs en pensent, parce que j'avoue que c'est peut-être pas hyper bien non plus de le dire, mais ce personnage m'a échappé, entre guillemets. Et à un moment où je me suis même... J'ai besoin de comprendre un peu ce que je fais, moi. Alors voilà, je parlais des 150 000 intentions que je mets dans les costumes, mais mine de rien, j'ai un peu besoin de comprendre pourquoi les gens porteraient telle ou telle chose. Et le personnage de Juliette, il fallait lui conserver quelque chose de mystérieux et d'insaisissable, et je pense que j'ai pas réussi à la saisir, réellement, concrètement. On a fait plusieurs essayages. À chaque fois, on était content de certaines choses, et puis après, c'était remis en question. Et au final, je ne sais pas comment on a réussi à choisir ces costumes. Ça a été un assemblage de un peu de dernière minute parce qu'il fallait choisir. Et qu'on avait du mal, justement, du fait de si peu de tenue pour tenir ce personnage, à se résoudre à choisir. Et donc ça a été un peu compliqué. Voilà, Erwan a eu une certitude avec ce pull multicolore pour le début. Au départ, on était parti sur un personnage tout blanc qui aurait pu être intéressant. Tout ce qu'on savait d'elle, c'était qu'elle vivait dans sa voiture
Et il fallait garder ce mystère tout en ayant... Voilà, on savait qu'elle amenait aussi de la couleur dans la vie de ces gens. Donc, le pull était justifié. Le pantalon blanc est resté du personnage blanc. On a essayé de trouver des chaussures étranges qui auraient fini cette silhouette. Je ne sais pas si le résultat fonctionne pour le public. Et la robe rose, j'avoue très humblement que ce n'est pas moi qui l'ai trouvée. C'est Erwan et Maud qui l'ont trouvée ensemble. Et tu sais comment ils l'ont trouvée ? C'est une robe du coup qui existait, ils l'ont trouvée dans un vide-grenier, je crois, un week-end. Dans le scénario, on parlait d'une jupe rouge. Donc on était parti on a fait des essais de cette jupe rouge qui effectivement fonctionnait pas très bien. On voulait quelque chose qui soit un peu majestueux pour toutes les séquences de forêt. Il y avait aussi cette contrainte de nuit américaine qui allait changer toutes les couleurs et qui demandait une réflexion encore complémentaire. Et voilà. Et donc, la jupe rouge ne fonctionnant pas, on est reparti vers des robes et on en a essayé, et rien ne fonctionnait jusqu'à ce qu'ils trouvent celle-ci, qui m'a déroutée dans un premier temps, je l'avoue, très franchement. Ça n'a pas été une évidence quand tu l'as vue. Non, mais je crois qu'à un moment, j'ai accepté que je ne comprenais pas Juliette. Et j'ai laissé faire, parce que je pense qu'ils le savaient mieux que moi, tous les deux, finalement. Et que ce personnage qui échappe à tout le monde, qu'elle m'échappe à moi aussi, c'était pas si grave. Ça va bien. Du moment que ça servait l'histoire, ce qui est franchement notre objectif premier. C'est super comme histoire. Et c'est vrai que moi, j'ai adoré cette robe rose. Elle m'a surprise aussi. Ouais. C'est amusant parce que c'est ce que je décrivais un peu. En fait, c'est tout ce dans quoi on ne l'imagine pas. C'est une robe, elle est rose, ça fait très fille. Ouais. C'est drôle, elle est désuète, cette robe. En plus, d'ailleurs, elle la refuse au début. Et le fait de l'enfiler, je trouve qu'il a un vrai rôle dans le film, ce costume. Ça va l'emmener vers un autre chemin, ça va la métamorphoser. Alors, c'est que c'est réussi. C'est très réussi, ouais. Je leur dirai. Ouais. Ah oui, tu pourras transmettre. Non, c'est une vraie réussite. Et puis, bon, là, je préciserai pour les auditeurs qui n'ont pas vu le film, qu'il faut le voir avant. Mais c'est amusant aussi que je trouve le dernier plan, on les retrouve réunis. Elle a remis un uniforme qui ressemble plus à ce qu'elle porte au début. Et mais qui s'est même neutralisé un peu, je dirais. Elle a un pantalon, un pull uni, c'est ça ? Un pull bleu marine, un jean, qui sont tout à fait lambda. Et c'est lui qui est passé en couleur. Je me souviens mieux, intéressant. Je me souviens moins bien de Vivi, ce qu'il porte. C'est parce que c'est l'affiche en plus du film. Ouais. Donc lui, il est en orange en haut, lui, il a un sweat orange et un pantalon kaki de mémoire. Voilà. Ah oui, c'est super. Donc tu as transvasé la couleur sur lui. C'était un peu l'idée. Vous voyez, ces milliards de micro-intentions. Elle leur amène la couleur à ces gens qui sont coincés dans leur baraque. Et je voulais te demander, donc dans le film, on a des révolutionnaires nudistes qu'on ne voit pas souvent. Tout à fait. Et ils disent eux-mêmes enlever aux hommes leurs vêtements pour les libérer du superflu. Et du coup, tu nous as donné peut-être quelques indices en parlant de toutes les intentions que tu mets dans les vêtements, mais est-ce que tu es d'accord avec ces révolutionnaires nudistes ? Est-ce que tu trouves que les vêtements sont superflus ? Tout est superflu. Non. Non, c'est pas possible. Non, c'est pour tout ce qu'on peut raconter de soi, pour tout ce qu'on peut montrer ou cacher. Tout. Moi, j'ai le sentiment, alors je sais pas si c'est pas un mythe que je me crée, mais que c'est un de mes premiers moyens d'affirmation de personnalité, d'individualité. Je vois ce que vit ma fille à 12 ans, qui a décidé d'être gothique, je pense, pour faire chier sa mère. Mais j'adore. Je lui achète des t-shirts à tête de mort. Je pense que vraiment, c'est un moyen d'expression fantastique et c'est ça, de construction de l'identité. Non, je suis pas d'accord pour qu'on l'enlève. Pitié, non. Dernière question, est-ce qu'il y a des types de projets qui te feraient rêver,
des types de films sur lesquels tu aimerais beaucoup travailler, sur lesquels tu n'as pas encore travaillé. Ouais, le fantasme ultime, ce serait ce que je disais tout à l'heure, ce que j'ai jamais fait, c'est-à-dire un film avec réelle création de l'univers, où il faut tout inventer. Donc ce serait soit de la science-fiction, de la fantaisie, pour enfants ou pas, où là il y aurait vraiment à aller inventer un monde. Ça, ce serait super. Quel boulot. Je vois bien un film d'Erwan science-fiction. J'imagine bien une science-fiction. Souffle-lui, s'il te plaît. Souffle-lui par Erwan. Je ne le connais pas encore, mais je vais le contacter. Merci à Julie Niel de nous avoir parlé avec passion de son métier de costumière de cinéma. Et merci à Benjamin Touvoul pour son aide dans la confection de ce premier épisode. À très bientôt sur Profession costumière pour une nouvelle discussion avec une créatrice de costumes.